Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'occasion de la fête de la citoyenneté pour accueillir Benoît Messignac, qui est un chercheur au CNRS et au LEGOS. Cette conférence elle est organisée par l'Écolycée, qui est un groupe de lycéens ouvert à tous les élèves de lycée Berthelot. Ça s'est créé il y a 3 ans et on mène plusieurs actions de sensibilisation auprès des lycéens ou pour aider à réduire l'impact du lycée de manière générale. Du coup, on a créé plusieurs actions et aujourd'hui, on a créé ce rassemblement. Je laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Benoît Messignac, comme disait Camille. Alors en fait, juste une petite correction, je travaille en fait au CNES, pas au CNRS. C'est toujours important de faire attention à son employeur, c'est quand même lui qui nous paye. Donc le CNES, vous le connaissez, c'est le Centre National d'Études Spatiales, et en fait les satellites sont essentiels dans l'observation du changement climatique. Et c'est pour ça que le CNES a des gens comme moi dans les laboratoires pour essayer de comprendre comment fonctionne le changement climatique. Alors, j'ai été impliqué dans le... Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le GIEC. J'ai été impliqué dans un gros rapport international qui permet de faire le point un peu sur ce qu'on sait sur l'état du changement climatique actuel. Et en particulier, j'ai travaillé sur la cryosphère et les océans. Et ce que je propose de vous présenter aujourd'hui, c'est l'état de l'impact du changement climatique sur la cryosphère et l'océan. Et c'est à peu près les résultats de ce dernier rapport. Et ça vous donne l'état actuel de nos connaissances sur le sujet. C'est à peu près l'état le plus récent de la recherche, qui a été publié il y a 1 an maintenant. Alors, juste un point d'abord. D'abord, qu'est-ce que c'est que le GIEC et comment ça marche en particulier, comment marche l'organisation internationale et nationale de la réponse de nos sociétés au changement climatique. Alors, vous le savez, vous l'avez vu à la COP21, il y a des grands accords internationaux qui se font pour essayer de mettre en marche nos gouvernements vers une adaptation et une atténuation du changement climatique. Alors, ces grands accords internationaux, ils s'appuient sur le savoir, et la première chose qu'ils demandent, et ils se retournent vers les chercheurs, et ils demandent aux chercheurs quel est l'état de la connaissance sur le changement climatique. Et ce groupe de chercheurs qui répond à ce besoin, c'est le groupe qu'on appelle le GIEC en français. Le GIEC, Groupe International d'Experts sur le Changement Climatique. En anglais, si vous le verrez souvent, son sigle en anglais, hein, c'est IPCC, IPCC pour International Panel on Climate Change. Alors donc on est un groupe de chercheurs qui a été créé, alors là j'ai beaucoup de textes, hein, je vous rassure, après il y en aura moins. Ça a été créé dans les années 80, suite à un rapport de l'Académie des sciences américaines, qui pour la première fois alertait les pouvoirs publics sur l'impact du CO2 sur les variations du climat. Et donc dans les années 80, pour donner une vision objective et la plus internationale possible à l'ONU, pour réfléchir sur ces problèmes, a été créé le GIEC, donc c'est un groupe international où il y a c'est de l'ordre d'une centaine de chercheurs en permanence qui travaillent pour faire la revue de tout ce que la littérature scientifique dit sur le changement climatique. Donc il y a 3 working groups, alors des groupes de travail. Il y a un premier groupe de travail qui s'intéresse aux causes du changement climatique, son évolution passée, et puis qui essaie de prédire le futur. Donc ça, clairement, ce sont quoi? Des physiciens comme moi, des biologistes, comme beaucoup d'entre vous, j'ai compris que vous vous intéressiez beaucoup aux sciences de la vie et de la Terre. Il y a des géochimistes, des chimistes en général, des mathématiciens. Ensuite, il y a un deuxième groupe, qui on appelle le groupe les impacts environnementaux et socio-économiques. Alors ça, ce sont toutes les personnes qui s'intéressent aux sciences humaines et sociales, et qui regardent les impacts sur les systèmes, les écosystèmes. Alors vous avez des écologues qui s'intéressent à la réponse des animaux, par exemple, comment les animaux s'adaptent au changement climatique. Et puis vous avez aussi tous les gens qui font sciences sociales pour voir comment nos sociétés, toutes les sociétés internationales, s'adaptent au changement climatique. Et puis un troisième groupe, qui est le groupe qui s'intéresse à l'atténuation du changement climatique, qui sont les économistes. Alors, atténuer le changement climatique, c'est difficile, on en parlera un peu. Comment est-ce que la société s'adapte au changement climatique et décide de l'atténuer? Il faut de nombreuses études, et en particulier beaucoup d'études d'économistes et de sciences sociales. Alors depuis 1990, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, à peu près tous les 6 ans, l'ONU, donc le groupe qui s'intéresse à l'ONU, qui s'intéresse à la question du changement climatique et qui organise internationalement la réponse, qui s'appelle l'UNFCCC, il y a 3 C, UNFCCC,
anglais ça s'appelle UNFCCC, et ce groupe-là demande aux chercheurs tous les 6 ans environ de faire un rapport complet de l'état de l'art, de ce qu'on appelle l'état de l'art en sciences, c'est l'état de la connaissance de ce qu'on sait sur le changement climatique et là où on en est. Donc dans les années 90, ça a été le premier rapport qui montrait qu'il y avait une augmentation de température de la planète et qui montrait que cette augmentation de température était anormale, anormale par rapport aux derniers milliers d'années. Dans les années 95, pour la première fois, grâce aux satellites dont je vais vous parler un peu plus dans le détail, on voit que cette augmentation de température de la Terre s'accompagne d'une augmentation du niveau de la mer, qui elle aussi est anormale et particulièrement rapide sur les derniers milliers d'années. On va en parler tout à l'heure. En 2001, pour la première fois, les scientifiques ont montré de manière convaincante pour les politiques que les aérosols et les gaz à effet de serre étaient responsables de cette augmentation de température, et en particulier qu'elles jouaient probablement un rôle dans l'augmentation du niveau de la mer. Et c'est à peu près vers 2007, au rapport de 2007, qu'il y a un accord international où l'ensemble des politiques reconnaissent la responsabilité du CO2 dans l'augmentation de température, l'augmentation du niveau de la mer, les vagues de chaleur. Et c'est à partir de 2007 qu'on voit apparaître les premières tensions politiques pour essayer de créer une action plus rapide, en particulier parce que ce rapport-là de 2007 est le premier qui montre que le rôle de l'homme ne peut être exclu, mais non seulement ne peut être exclu, mais finalement c'est le rôle de l'homme qui pilote cette augmentation de température et qui est le phénomène le plus important. J'en reparlerai après. Bon, aujourd'hui on en est à 2014 et 2019. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu, on regarde les impacts du changement climatique sur de nombreux sous-systèmes, de nombreux endroits qui sont plus régionaux, parce que c'est plus difficile d'aller jusqu'à l'échelle régionale, je vous expliquerai pourquoi. Et je vais faire un peu le tour de ce qu'on sait aujourd'hui sur l'impact du changement climatique sur l'océan et la cryosphère. Alors la cryosphère, c'est bon pour tout le monde. Vous voyez ce que c'est que la cryosphère? C'est l'ensemble des régions du monde qui sont couvertes par les glaces. Donc ça couvre les glaciers de montagne, bien sûr, et ça couvre aussi les calottes polaires. Ce qu'on appelle les calottes polaires, c'est les deux grandes régions qui sont couvertes par une calotte de glace toute l'année, donc le Groenland au nord et au sud l'Antarctique. On met aussi dans la cryosphère la glace de mer, la glace de mer, la banquise, la glace qui flotte. Et puis on met aussi bien sûr les régions enneigées, et une région particulièrement importante, on en reparlera, de ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est une région à haute latitude dans laquelle les terres sont gelées en permanence sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et le permafrost joue un rôle très important. Alors, juste, qu'est-ce que c'est qu'un rapport du GIEC? Alors typiquement, donc, le GIEC, donc, ce sont des chercheurs qui sont convoqués ou qui sont proposés par les nations, qui se mettent ensemble et qui écrivent des rapports. Donc en permanence, il y a un rapport qui est en train d'être écrit. Un rapport typiquement, c'est 104 auteurs, donc on était 104 experts, on travaille à peu près pendant 3 à 4 ans. On cherche à avoir le plus de représentation de tous les pays, parce que ce rapport sert de base pour les accords politiques. Et il est discuté par les politiques pour l'accepter comme base de travail. Et pour que les pays, des différents pays acceptent cette base de travail, il faut aussi qu'il y ait des chercheurs de ces différents pays. Et puis, de toute façon, par simple équité entre les différents pays, on cherche à avoir le plus de représentation. Donc il y a à peu près 36 pays qui étaient représentés. Et on cherche aussi l'égalité homme-femme. Alors, dans la communauté scientifique à laquelle j'appartiens, il n'y a pas d'égalité homme-femme, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. On a environ 30%, je crois, de femmes. Mais dans le rapport, on est arrivé à monter à peu près à 45%. Donc, dans les 104 auteurs, on a 40 à 45% de femmes. On cherche aussi à respecter l'égalité nord-sud, pas seulement des chercheurs des pays développés, mais aussi d'avoir des chercheurs des pays en voie de développement ou des pays sous-développés. On a relu 7000 études, 7000 articles scientifiques, qu'après on soumet à des commentaires. Hein, c'est le processus de la génération du savoir, de la création de savoir, le processus scientifique. Il est très important, c'est un processus collégial dans lequel on fait des études, ces études sont remises, sont soumises à la lecture de nos pairs. Ce qu'on appelle nos pairs, c'est les autres personnes qui travaillent avec nous, qui lisent les rapports et qui donnent un avis critique. Et on doit répondre à cet avis critique. On peut refuser ou accepter ces commentaires parce qu'on les considère justes ou faux, mais on doit justifier pourquoi on les considère justes ou faux. Et les justifications sont tracées. Vous pouvez les trouver. Si vous avez des commentaires qui correspondent si vous avez fait des commentaires sur le rapport, il y a une dernière review, avec une review publique,
Vous pouvez faire des commentaires sur le rapport et on répond à ces commentaires. Alors, bon, du coup, maintenant, je vais vous présenter les résultats, ce qui est le plus intéressant. Là, vous voyez des manchots en Antarctique. Alors, juste d'abord, donc, dans ce rapport, on a regardé l'impact du changement climatique sur les océans et la cryosphère. Je voudrais juste faire un petit rappel sur comment marche le changement climatique. J'imagine que vous avez déjà pas mal d'idées, mais du coup, je vais revenir dessus juste pour fixer un petit peu les idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, le changement climatique, on définit le changement climatique par rapport à l'équilibre climatique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'équilibre climatique? C'est un état de référence. On dit que vous avez la Terre ici qui reçoit son énergie du Soleil. Quasiment toute l'énergie que reçoit la Terre, hein, très largement, 99,999999999% viennent du Soleil. Donc la Terre reçoit son énergie du Soleil, ici, 100% d'énergie, et directement, simplement par effet miroir, hein, ce qu'on appelle l'effet albédo, elle reflète directement 30% d'énergie. Donc ça, typiquement, c'est parce qu'il y a la lumière du Soleil qui est réfléchie par l'eau de l'océan, par les glaces de mer, les surfaces enneigées. 70% de cette énergie rentre dans le système. Il pénètre ici dans l'atmosphère, vous voyez le haut de l'atmosphère qui est ici, et donc cette énergie rentre dans le système là, et elle vient réchauffer l'atmosphère et la surface. Quand l'énergie réchauffe la surface, vous avez sans doute appris, dès qu'un corps est chaud, il réémet. C'est typiquement ce que vous avez dans les salles de bain, vous avez peut-être eu l'occasion dans les salles de bain d'avoir ces radiateurs rouges. Quand vous ressentez la chaleur du radiateur rouge, c'est pas tellement la chaleur qui vous arrive parce qu'il y a un coup de vent, hein. C'est parce que c'est la radiation du radiateur infrarouge qui vient vous chauffer la peau directement. Et la Terre fait la même chose. Quand elle est chaude, elle réémet des émissions infrarouges. Alors ces émissions infrarouges, il y en a une part qui traverse l'atmosphère et qui repart vers l'espace, et puis il y en a une part qui est capturée par l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors l'immense majorité hein, de cette énergie qui est capturée, c'est la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais il y a un petit bout aussi qui est lié au gaz à effet de serre. Et ça, cet effet de serre, il fait que la Terre a une température qui est de l'ordre de 16 degrés en moyenne. Alors, quand on est à l'équilibre climatique, cette énergie qui repart là, plus cette énergie qui repart, est égale à l'énergie qu'on reçoit du Soleil. Donc, on reçoit la même énergie du Soleil que celle qu'on réémet vers l'espace. Et quand on reçoit la même énergie, la Terre est dans un état stable, où la température évolue de manière continue et stable. Alors, à cause des émissions de gaz à effet de serre, on a augmenté cette partie-là, la partie qui est piégée dans l'atmosphère. Et on a diminué cette partie qui repart vers l'espace. Du coup, à cause de notre augmentation de gaz à effet de serre, la somme, excusez-moi, j'arrive, la somme de cette partie-là et de cette partie-là ne compense plus ce qu'on reçoit du Soleil. On reçoit aujourd'hui du Soleil environ 342 watts par mètre carré, et la Terre en renvoie seulement 341 watts par mètre carré. Donc ça veut dire que la Terre se met à stocker un peu d'énergie. Et comme elle le stocke, elle l'accumule. Et elle l'accumule sous forme de chaleur. Et cette chaleur, elle fait augmenter la température de surface. Et c'est ça qui va faire les changements climatiques. Alors comment ça se passe? Où rentre la chaleur? Donc cette chaleur rentre dans le système, et 93% de la chaleur rentre dans l'océan. Alors pourquoi 93% de la chaleur rentre dans l'océan? C'est parce que l'eau a une capacité calorifique très grande. Vous avez sans doute fait cette expérience. Vous prenez par exemple, un ballon d'air que vous chauffez avec une allumette. Le ballon va exploser très vite, simplement parce que l'air ne captant pas l'énergie, l'énergie de l'allumette va dans le ballon, fait fondre le ballon et le ballon explose. Vous remplissez votre ballon de baudruche d'eau et vous le chauffez avec une allumette. Vous allez voir que le ballon met très longtemps avant de fondre, parce que c'est l'eau qui est à l'intérieur du ballon qui capte l'énergie. Et il se passe la même chose dans le système climatique. L'eau, qui a une capacité calorifique bien plus grande que le reste du système, c'est l'eau qui se met à capter toute l'énergie. En gros, vous prendriez 2,5 mètres d'épaisseur d'océan, vous avez la même capacité calorifique que l'ensemble du système climatique. Or, l'océan fait 6 km de profondeur. Donc, dès que vous mettez de l'énergie dans le système, cette énergie, elle passe à travers l'atmosphère, elle va faire beaucoup de changements dans l'atmosphère et elle va directement dans l'océan. Alors, une part de l'énergie rentre dans la glace, 4% de l'énergie rentre dans la glace, donc les calottes polaires que j'ai mises là, les glaciers de montagne ici, on va revenir. Et puis 3% de l'énergie vient réchauffer la surface et l'atmosphère. Et donc grâce à l'océan, le réchauffement climatique est extrêmement ralenti. On a une chance énorme, c'est qu'on a une planète avec 70% de la planète qui est faite d'eau. Si la planète n'avait pas d'eau, le réchauffement climatique serait
immensément plus rapide. Alors, c'est cette énergie qui rentre dans le système, ce petit watt par mètre carré, qui vient faire ce que les gens appellent les changements climatiques, ou les dérèglements climatiques. Je n'aime pas trop ça, mais on va revenir après dessus pourquoi. Et c'est cette petite énergie de 1 watt par mètre carré qu'on a réévaluée dans le rapport. Et donc dans le rapport sur l'océan et la cryosphère, c'est ici qu'on réévalue cette énergie, parce que comme elle rentre dans l'océan, l'énergie, on va la chercher là, et on la mesure ici. Et on évalue aujourd'hui qu'elle n'est pas à 1 watt par mètre carré, elle est plutôt à 0,8 watts par mètre carré. Et c'est cette énergie qui vient bouleverser l'ensemble des équilibres. Quand elle rentre dans l'atmosphère, elle va faire changer les précipitations et les températures de surface, ce qui amène des sécheresses et qui amène des précipitations plus intenses à certains endroits. Lorsqu'elle rentre dans la mer, elle fait dilater l'eau de mer, comme on dilate un gaz, et elle fait augmenter le niveau de la mer. Lorsqu'elle rentre dans les glaces, elle fait fondre les glaces, et ça augmente la masse de ça amène plus d'eau à l'océan, et ça fait augmenter le niveau de la mer. Elle rentre dans les glaciers, elle fait fondre les glaciers de montagne. Donc tout ce que les gens appellent le dérèglement climatique, c'est une conséquence de ce déséquilibre énergétique qui est causé par les gaz à effet de serre et qui vient dans le système perturber l'ensemble de la circulation avant de rentrer dans l'océan. Alors dans le rapport, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réévalué ce 1 watt par mètre carré et on a regardé dans chacune des composantes du système comment ont évolué dans le passé, comment évolueront dans le futur ces différentes variables liées au fait qu'il y a ce watt par mètre carré qui rentre dans le système. Alors, dans le rapport océan-cryosphère, je vais vous parler de ce qui se passe essentiellement dans l'océan et dans les glaces. Alors, voilà typiquement ce qu'on fait dans le rapport. Donc, excusez-moi, c'est fait de telle sorte que ce soit illisible, mais du coup, je vais le dire pour vous. On regarde tout d'abord ce qui s'est passé dans le passé. Alors là, je vous ai montré plusieurs variables qui sont les variables océaniques qui correspondent à ce qui se passe ici dans l'océan de la cryosphère. Alors, je vais vous les donner. Vous avez ici, on a besoin de la température de surface de la mer. Vous avez ici la température de surface globale, les vagues de chaleur sur l'océan, qui sont très importantes parce qu'elles amènent beaucoup de mortalité sur les poissons en surface. Ici, vous avez la pénétration de la chaleur dans l'océan. Ça, c'est le 0,8 watts par mètre carré qui rentre dans l'océan, on va en discuter. Vous avez ici la fonte des calottes polaires, le Groenland, l'Antarctique, les glaciers de montagne. Alors ça, c'est quelque chose, on va reparler après, c'est le pH de l'océan. L'oxygène de l'océan qui diminue dans l'océan parce que lorsque l'océan se réchauffe, il y a moins d'échanges, il se stratifie, il y a moins d'échanges d'oxygène avec l'atmosphère. Et ça, c'est très embêtant pour les poissons, en particulier les poissons de surface qui ont moins d'oxygène pour respirer et se développer. Vous avez ici la glace de mer, ici la couverture neigeuse à haute latitude, et puis vous avez ici le permafrost qui est très important, on va en parler. Ça, c'est l'étendue du permafrost. Alors, ce que vous voyez dans ces courbes marron, c'est les enregistrements historiques. C'est quand on regarde les observations, on a des observations, on va sur le terrain soit faire des observations in situ, soit dans mon cas, on prépare des missions scientifiques satellites, on envoie ces satellites dans l'espace et c'est eux qui nous permettent de mesurer. En particulier, on arrive à mesurer l'énergie qui rentre dans le système, on arrive à mesurer la température de surface par satellite, on arrive aussi à mesurer l'étendue de la glace de mer, de la banquise ou du permafrost. Ce que vous voyez ensuite, alors vous ne le voyez pas très bien, mais certaines fois, vous voyez superposé à ces courbes jaunes, vous voyez des petites courbes violettes, ça ce sont les simulations par nos modèles. On simule le passé, on vérifie qu'on reproduit bien ce qu'on observe, pour avoir confiance dans nos modèles. Et une fois qu'on a confiance dans nos modèles, on fait des projections, que vous voyez ici en bleu ou en rouge. Alors qu'est-ce que c'est que le bleu? Le bleu, c'est un cas où on a une réduction drastique des gaz à effet de serre. C'est dans le cas où on suit la COP21, où on espère rester en dessous de 2 degrés, et c'est le scénario 2 degrés, hein, pas 1,5 degré. On espère rester en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le scénario business as usual, c'est-à-dire on continue sans faire de réduction de gaz à effet de serre. Alors, il y a un souci dans ce scénario, c'est que on s'est rendu compte dans ce rapport, un résultat très important, c'est que le permafrost que vous voyez là, le permafrost fond beaucoup plus vite que prévu. Alors le souci, c'est que le permafrost couvre des millions de kilomètres carrés dans le nord, à haute latitude, au Canada, en Sibérie. On en trouve dans toute la région arctique. Et ce permafrost, il a été gelé pendant des milliers et des milliers d'années, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Et du coup, l'activité biologique qui décompose le bois, tout ce qui est
les résidus organiques, a été complètement endormi. Donc ces sols sont pleins de résidus organiques, et quand ces sols fondent, l'activité biologique attaque ces résidus organiques et met dans l'atmosphère beaucoup de méthane et de CO2. Et on se rend compte qu'à mesure que le permafrost fond, donc il y a un effet naturel du réchauffement, les émissions de gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère, cette fois-ci pas dû directement à nos émissions, mais dû à une réponse du système, une réponse du permafrost. On sait que dans le permafrost, il y a à peu près 2 à 3 fois plus de CO2 que ce que nous avons émis nous-mêmes. Donc il ne faut surtout pas faire fondre le permafrost. Le problème, c'est que avec la température qui augmente, le permafrost fond plus vite que prévu. Donc on considère aujourd'hui que ce scénario, à l'époque où on pensait que c'était business as usual, c'était pas de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, comme le permafrost participe, parce qu'ils font plus vite que prévu, le scénario rouge que vous voyez là, en fait, on considère que c'est avec des réductions faibles de gaz à effet de serre, mais il faut qu'on réduise nos gaz à effet de serre, ne serait-ce que pour compenser les apports par le permafrost. Donc ça, c'est un des enjeux, Jean Jouzel a dû vous en parler, c'est un des gros enjeux et une des peurs qu'on a pour les centaines d'années à venir, parce que si le permafrost fond, il y aura des émissions de gaz à effet de serre naturelles beaucoup plus fortes que ce que nous avons émis nous-mêmes. J'en reparlerai à la fin. Alors, oui. Est-ce que vous savez combien de pourcentage, combien de pourcents du permafrost est fondu? Alors aujourd'hui, on pense qu'on est en train de fondre environ quelques pourcents. Alors, ce sont des résultats très récents parce que le permafrost, on le connaît mal. On est entre 3 et 9%. L'important, c'est surtout qu'on stabilise ça. J'en parlerai à la fin. C'est un des gros enjeux du futur. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est, on va regarder, je vais faire le tour. Alors, dans le rapport, hein, les rapports sont très gros, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est 1000 pages. C'est lourd à lire, c'est souvent ceux qui le lisent, c'est surtout les chercheurs, mais on fait des résumés pour les décideurs politiques et puis pour le public. Donc il y a un résumé, je vous recommande de lire le résumé, c'est assez intéressant. Le résumé, les phrases sont un peu denses, mais si vous prenez le temps de lire la phrase, tous les mots sont bien pesés. Mais du coup, il y a beaucoup de résultats. Je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais brosser un peu une vue d'ensemble. Je vais vous proposer pour la plupart de ces variables. On va parler des glaciers de montagne, des calottes polaires. Et puis on va regarder dans le détail le cas du niveau de la mer, qui est ma spécialité. Et puis ça vous permettra de voir le niveau de détail qu'il y a dans ce rapport. Et puis si vous voulez aller voir, allez dans le rapport. Hein, il est disponible sur Internet librement, tout le monde peut le lire. Et vous aurez les réponses sur chacune des variables que vous voulez. Et vous allez voir que pour chaque variable, il y a une profondeur, il y a beaucoup d'infos. Et c'est vrai aussi hein, pour les profs, je pense que c'est une source de savoir qui est hyper intéressante. Donc, rapidement, je vous fais on va regarder un peu l'ensemble de l'impact sur la cryosphère, on va faire un point. Donc là, c'est un tableau, on va le regarder ensemble. On va faire ensuite l'ensemble de l'impact sur l'océan, et puis après on va regarder le cas particulier du niveau de la mer, et on va voir comment ça marche pour chacune des variables, et ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas aussi. C'est très important d'insister sur ce qu'on ne sait pas. Comme je te disais tout à l'heure, par exemple pour le permafrost, on sait aujourd'hui qu'on est entre 3 et 9%, ce qu'on ne sait pas c'est comment le permafrost va répondre demain. Et ça, c'est une question de recherche extrêmement importante, sur lesquelles il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui qui sont mis. On veut absolument savoir ce qui va arriver au permafrost. Parce que ce qui va arriver au permafrost va nous tomber dessus dans les dizaines, centaines d'années à venir. Alors, là, on va parler tout d'abord de l'impact du changement climatique sur la cryosphère. Alors, ce que vous avez en jaune ici, on a fait un tableau où on a rassemblé, donc chacune des cases là correspond à peu près à une dizaine de pages dans le rapport. Et on a fait l'ensemble ici de ce qu'on appelle l'impact physique. Donc là, c'est le Working Group 1 dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, ce sont les physiciens, les biologistes et les chimistes et les mathématiciens qui travaillent pour savoir qu'est-ce qui se passe sur la température. Alors attendez, excusez-moi, on va regarder. Je voulais d'abord qu'on regarde... Ah oui, ok, on commence par l'océan. Ok, on va regarder juste l'océan. Ce qui se passe sur la température de l'océan, l'oxygène, le pH de l'océan, la glace de mer, donc ce que je vous ai montré juste avant. Ensuite, on s'intéresse à savoir comment les écosystèmes répondent, c'est-à-dire l'ensemble des écosystèmes, donc des plantes et des êtres vivants de la planète, répondent à ces variations du système physique. Donc là, il y a beaucoup de biologie, d'écologie. Et ensuite, on s'intéresse aux communautés humaines, comment les communautés humaines qui s'appuient en général sur les écosystèmes répondent à ce changement climatique. Alors, dans l'océan, on a un changement climatique. Ce que vous voyez là en jaune, ce sont des augmentations, et en vert, ce sont des diminutions. Donc, on
a d'une manière générale une augmentation générale de la température, une augmentation générale du niveau de la mer et une diminution générale de l'oxygène, du pH et de la glace de mer. Alors, les impacts sur l'océan qui sont liés à ces variations sont globalement, comme vous le voyez, tous négatifs. En rouge, c'est négatif et en bleu, c'est positif. Alors, pourquoi ils sont tous négatifs? C'est pour la raison que je vous ai dit avant, c'est que l'ensemble de l'énergie rentre dans l'océan et du coup, l'océan subit un changement majeur, ultra rapide par rapport au temps caractéristique de l'océan. Et c'est le changement le plus fort qu'il y a dans le système climatique. Et alors, du coup, ce qu'on voit, c'est des réchauffements de l'eau, de toute la colonne d'eau. Du coup, des disparitions des coraux, que vous voyez ici, disparition des régions, des marées maritimes à cause de la hausse du niveau de la mer. Pareil pour les mangroves, qui sont des sources, de biodiversité extrêmement importantes, en particulier autour du Sénégal. On en trouve dans toutes les régions tropicales ou près des tropiques, et qui sont en général aussi une source des ressources halieutiques très importantes, des ressources de poissons pour ces régions tropicales. Vous avez d'une manière générale une disparition des poissons pélagiques parce que la diminution d'oxygène rend difficile leur développement. Et puis vous avez tout ce qui est associé à la glace de mer, ça pose aussi énormément de problèmes pour la flore et la faune à ceux qui vivent sur la glace de mer. Alors du coup, les impacts sur les communautés humaines sont aussi toutes très fortement négatives. Alors sauf sur deux endroits, hein, vous voyez où est-ce qu'on a des impacts qui sont mitigés, positifs et négatifs, ce sont aux régions polaires. Alors pourquoi aux régions polaires? Parce que tout simplement dans les régions polaires, les espèces migrent vers les latitudes plus hautes pour retrouver des environnements qui sont à peu près similaires à ce qu'elles connaissaient avant. Au fur et à mesure que l'océan se réchauffe, mais du coup elles migrent vers le nord pour les populations arctiques, ou elles migrent vers le sud pour les populations antarctiques, pour retrouver des écosystèmes qui leur correspondent. Et donc on observe ces migrations, et du coup ce qu'on trouve, c'est que par exemple la plupart des pêcheries dans le monde, on trouve des impacts négatifs du fait de l'augmentation de température, de la diminution du pH, de l'eau. Mais on trouve que par exemple les pêcheries vont beaucoup augmenter dans l'Arctique, et probablement dans l'Antarctique, dans l'océan Antarctique. Donc c'est vrai aussi, vous l'avez pour les transports. Alors vous voyez par exemple, là vous voyez aussi un impact connu qu'on voit souvent dans le journal, c'est qu'on a un impact positif pour le transport. Il y a de nouvelles routes qui s'ouvrent en Arctique qu'on ne peut pas passer avant en bateau ou en Antarctique. Pour les glaciers et la cryosphère, les impacts sont plus mitigés. Alors pourquoi les impacts sont plus mitigés? Je n'ai pas mis le tableau là. Parce que pour l'instant, tant qu'il existe encore des glaciers de montagne, ce qu'on observe dans les zones montagneuses, c'est un transfert d'eau entre les hautes latitudes, là où les glaciers se trouvent, vers les basses latitudes. Et du coup, on a une augmentation souvent de l'eau à ces altitudes moyennes, et on trouve dans certaines altitudes une augmentation de la biodiversité par un meilleur accès à l'eau. Mais on sait que c'est temporaire, parce que d'ici la fin du siècle, la majorité des glaciers auront disparu, et alors on aura des fins d'été où il n'y aura plus d'eau disponible dans ces régions, et là on attend des changements majeurs dans les hautes montagnes, et aujourd'hui en transition. En fait, on attend des changements très importants. On voit déjà dans les régions tropicales où le réchauffement climatique est assez fort, des disparitions de glaciers, ça pose des problèmes à l'ensemble de l'écosystème et aussi aux ressources, en particulier dans les Andes. Il y a des populations, des villages, des villes entières qui vivent de l'eau que leur est apportée par les glaciers d'été. Et ces glaciers sont pareil, des problèmes de ressources. Alors, comme je vous le disais, chacune des cases, c'est au moins 10 pages de rapport. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un peu les résultats associés à cette ligne-là sur le niveau de la mer. Je vais vous montrer comment on sait que le niveau de la mer augmente, comme on observe, quelles sont les causes qui font augmenter le niveau de la mer. On va discuter tout ce qui nous amène à ces résultats. On a beaucoup de certitudes. Quand on met 2 points, c'est 2 points et 3 points, c'est qu'on a beaucoup de certitudes. Ce qu'on prévoit pour le futur, pour cette hausse du niveau de la mer. Et puis après, j'ai discuté des impacts, comment les impacts se réalisent et les impacts sur les gens. Je regarde juste là. Et on va accélérer un petit peu. Alors, la hausse du niveau de la mer. Si vous avez des questions, alors, qu'est-ce qui fait augmenter le niveau de la mer? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a deux choses qui font augmenter le niveau de la mer. On observe que le niveau de la mer, d'abord, augmente beaucoup plus vite depuis la fin du 19e siècle. Il augmente environ 4 fois plus vite depuis la fin du 19e siècle que
ce qu'on a observé sur les 6000 dernières années. Et aujourd'hui, depuis les années 90, il augmente environ 10 fois plus. Là, on est aujourd'hui à une augmentation de 3 mm par an. 3 mm par an, ça veut dire que le niveau de la mer a pris 25 cm à peu près depuis le début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui peut augmenter le niveau de la mer? Il y a deux choses. La première chose, c'est, comme je vous l'ai dit, cette chaleur qui rentre dans l'océan. La chaleur qui rentre dans l'océan fait dilater l'eau de mer. Alors, l'eau, vous avez probablement appris que l'eau est. On ne peut pas dilater l'eau, les liquides. Alors, en fait, les liquides sont très peu compressibles, mais ils le sont un petit peu. Et ils sont un petit peu compressibles, on peut les faire dilater très légèrement. Mais quand vous faites dilater 6 km d'épaisseur d'eau, c'est l'épaisseur de l'océan, si vous faites dilater très faiblement chaque petite parcelle d'eau, vous obtenez sur 6 km une dilatation à 5. Donc, la dilatation aujourd'hui liée à cette énergie, on a une quantité d'énergie colossale qui rentre dans l'océan. Vous avez vu 96%, ça se compte en pétawatts. Ce qu'on appelle des pétawatts, ce sont des milliards de centrales nucléaires. Donc, ça rentre dans l'océan et ça fait dilater l'eau de mer. Et ça fait dilater l'eau de mer environ, aujourd'hui, à 1 mm par an. Un tiers de la hausse du niveau de la mer, c'est lié à cette dilatation. La deuxième chose, c'est, comme je vous disais, l'énergie qui rentre dans les glaciers de montagne et les calottes polaires fait fondre les glaciers de montagne et les calottes polaires. Et du coup, ça ajoute de l'eau. Alors, ça ne marche pas pour la banquise. Hein. Vous avez probablement fait cette expérience à un moment ou à un autre. Vous savez que la banquise, comme la glace est déjà dans l'eau, à cause du principe d'Archimède, quand elle fond, ça ne fait pas changer le niveau de la mer. C'est le fond du glaçon dans le verre de plasticine, le glaçon, ça marche aussi. Laissez le glaçon fondre, pour regarder le début à la fin, vous verrez que le niveau change pas. C'est parce qu'à cause d'Archimède, le glaçon est déjà dans l'eau, il occupe déjà la place de l'eau liquide qu'il va générer. Du coup, l'eau change. Donc en fait, la banquise n'intervient pas. C'est pour ça qu'ici, je ne sais pas. Donc on voit que la somme de ces différents termes fait l'augmentation du niveau de la mer. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans le futur, tous nos modèles et toutes nos projections montrent que le niveau de la mer va continuer à augmenter, quel que soit le scénario. Soit un scénario de diminution drastique des gaz à effet de serre, soit un scénario dans lequel on a une diminution faible des gaz à effet de serre. Alors pourquoi? Ça c'est simple, hein. La première raison, c'est qu'on a émis tellement de CO2 que le CO2 est dans l'atmosphère. Comme il est dans l'atmosphère, il continue à causer ce déséquilibre énergétique. Il va être dans l'atmosphère tant que l'océan ne l'aura pas absorbé. La seule chose qui enlève le CO2 de l'atmosphère, c'est la végétation des continents et l'océan. Tant que la végétation des continents et l'océan ne vont pas absorber ce CO2, le CO2 va continuer à créer ce déséquilibre énergétique et générer ce poids thermique. Donc même si on arrêtait demain entièrement d'émettre du CO2, à cause du CO2 dans l'atmosphère, que l'océan et la végétation vont être des dizaines d'années à absorber, le niveau de la mer va continuer à augmenter. Même si on était à zéro émission, il augmenterait moins vite. Ça, c'est l'inertie du système. C'est l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réponse. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on freine, on voit une très vite en France. Ça vaut le coup de diminuer les émissions. Regardez, dès 2050, dès 2060, 70, on voit une différence. C'est-à-dire que si on voit que la mer est. Dans un cas où on fait une augmentation faible de la mer et une diminution drastique des gaz à effet de serre, on a une augmentation faible de la mer. On peut espérer une augmentation à 40 cm. Dans le cas où on fait au contraire pas de réduction drastique des gaz à effet de serre, on fait au contraire 15 cm, plus ou moins 25 cm, avec une incertitude beaucoup plus grande. Ce que vous voyez, les chaussettes là, c'est l'incertitude. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est d'abord la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue. La différence entre la courbe rouge et la courbe bleue, c'est ce que vous faites quand vous faites de l'écologie. Ça, c'est un choix de société. Et si on émet moins de gaz à effet de serre, on peut être sûr. Et ça, aujourd'hui, nous, on ne peut pas, nous, les scientifiques, on prend comme des scénarios d'entrée. Et ensuite, ce que vous voyez là, c'est nos incertitudes scientifiques. Parce que il y a plein de choses, il y a des choses il y a d'abord, parce qu'on peut faire des erreurs. Et en fait, quand on compare nos résultats, vous avez là les résultats de différents pays avec différents groupes de recherche. Du coup, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Soit parce qu'on a fait des erreurs, hein, on a des bugs, ça arrive. Quand on les trouve, ça arrive. Soit il y a des choses qu'on ne comprend pas, et on sait qu'on ne les comprend pas. Et du coup, on essaie d'estimer l'erreur qu'on fait. Soit il y a simplement le fait que le climat, il a une partie qu'on appelle chaotique.
C'est-à-dire le climat, il évolue, et il évolue, mais il y a une partie qui est très dépendante de l'état dans lequel il est, et il y a une partie où il évolue tout seul avec sa propre variabilité. Et ça, on peut le quantifier, et ça fait une part de cette incertitude. Et alors, c'est pour ça qu'on a ces incertitudes en 2100. Alors, on a moins d'incertitudes dans ce cas-là, je vais revenir tout à l'heure pourquoi. On a moins d'incertitudes dans le cas où on a une faible augmentation des gaz à effet de serre, et on a plus d'incertitudes dans le cas où on a une forte augmentation des gaz à effet de serre. Et je vais revenir dessus juste après. Alors ça, c'est... Alors, du coup, on va en parler tout de suite. Alors, un élément très important dans ces contributions, donc... attendez, excusez-moi, je reviens sur celle d'avant. Donc vous avez vu que ces contributions, dans les contributions, la partie qui génère cette incertitude, là où on connaît le moins ce qui se passe, c'est l'Antarctique. Alors pourquoi l'Antarctique? D'abord parce qu'on observe l'Antarctique que depuis très peu de temps. C'est difficile d'accéder à l'Antarctique. Vous le savez sans doute, hein, les premières expéditions, c'est 1900, c'est Shackleton. Aujourd'hui, poussivement, nous, en France, on a une base en Antarctique, hein, donc il y a des visites en Antarctique annuelles qu'on maintient, et c'est extrêmement difficile, et puis ce sont des observations locales. Et en gros, on observe bien l'Antarctique depuis qu'on a les satellites, on peut passer au-dessus régulièrement. Et donc on connaît mal l'Antarctique, et l'Antarctique a une réponse assez inattendue au changement climatique, et qu'on ne comprend pas. Et du coup, autant on comprend bien et on a assez peu d'incertitudes sur la manière dont l'océan se réchauffe, dont les glaciers de montagne fondent, un petit peu plus sur le Groenland, il y a encore des questions ouvertes qu'on ne comprend pas sur le Groenland, mais sur l'Antarctique, on a des gros doutes. Et l'Antarctique, aujourd'hui, fond beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Alors, pourquoi l'Antarctique fond beaucoup plus vite? Il y a un certain nombre de processus qu'on observe, certains qu'on vient juste de commencer à expliquer, d'autres qu'on n'explique pas, et qui s'accélèrent. Alors, deux processus, je vais vous donner juste un exemple. Enfin, ce que je veux vous donner ici comme sentiment, c'est comment se passe la recherche scientifique. Quelque chose de très important, c'est qu'on essaie d'évaluer ce qu'on ne sait pas, et quand on transmet cette information, on doit transmettre l'information de ce qu'on sait, mais aussi de ce qu'on ne sait pas. Et du coup, les décisions politiques, et les décisions aussi, quand on les fait en écologie, elles doivent prendre en compte le fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc il faut prévoir le pire, ou aussi espérer le meilleur, mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors ici, je vous montre juste un exemple. On s'est rendu compte récemment, là, sur les 20 dernières années, que l'Antarctique perd de la glace très rapidement. Alors pourquoi il perd de la glace? C'est qu'en fait l'Antarctique, c'est une grosse cape de glace qui est campée sur un socle rocheux comme celui-là. Et l'Antarctique, en fait, ne fond pas, parce qu'il ne fait jamais en dessous de 0 degré en Antarctique. Mais l'Antarctique s'écoule. Et la glace, c'est un liquide extrêmement visqueux, qui est très lent. Et en fait, sous son propre poids, la glace de l'Antarctique vient s'écouler, et elle fait ces grandes langues de glace que vous avez sans doute entendu parler. Vous avez vu probablement l'Arsène B se casser. Et ces grandes langues de glace, elles viennent se casser, elles forment des icebergs. Et il se trouve que l'Antarctique s'écoule beaucoup plus vite depuis une vingtaine d'années. Alors on sait aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il s'écoule beaucoup plus vite, c'est parce que l'océan qui est chaud vient faire fondre ici l'endroit où l'Antarctique est accroché sur le socle rocheux, il est accroché ici. Et si vous le faites fondre, tout à coup c'est beaucoup plus visqueux ici, et l'Antarctique s'écoule plus vite. Alors ça c'est une des raisons. Il y a une autre raison qu'on soupçonne, donc c'est celle-ci qui explique une bonne part des observations actuelles que l'Antarctique accélère. Il y a une autre raison qu'on soupçonne, et on l'observe à certains endroits. On sait que si le climat se réchauffe vite, ça va s'accélérer, mais pour l'instant on ne le voit pas s'accélérer, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'accélérer. C'est que quand les langues de glace se cassent ici rapidement, elles peuvent se casser, et vous voyez que plus elles se cassent tôt, plus elles vont faire des falaises là, qui sont grandes. Mais la glace, c'est un peu comme le sable mouillé. Il tient une certaine hauteur. Vous avez sans doute fait des châteaux de sable. La galère avec les châteaux de sable, c'est que dès qu'on commence à monter en hauteur, à un moment ça tombe. Et c'est pas de votre faute, c'est simplement parce que le sable structurellement ne tient pas son propre poids. Dès qu'on est trop haut, on a trop de poids et poum, il s'écrase. La glace c'est pareil. Si vous faites des falaises trop grandes, la glace sous son propre poids ne peut pas se supporter et elle s'effondre. Et on observe dans certains endroits que l'écoulement est tellement rapide que les cassures d'iceberg se font beaucoup plus tôt. Et comme ils se font beaucoup plus tôt, la glace, et ça fait apparaître ici des grandes falaises, et la glace se met à s'effondrer toute seule. Et comme elle se met à s'effondrer toute seule, ça recule encore plus vite. Et ça accélère l'écoulement de l'Antarctique. Et alors, c'est ce processus-là qu'on ne connaît pas aujourd'hui,
qui est responsable, alors on va laisser tomber celle-là, mais on va plutôt revenir sur celle-là, qui est responsable de cette grande incertitude-là, et cette immense incertitude qu'on a là. Donc on observe ce processus dans certains endroits. Certains chercheurs, on ne le comprend pas bien aujourd'hui, hein. Pourquoi ça recule si vite les icebergs, c'est pas clair, donc on n'est pas d'accord sur la théorie, on n'est pas d'accord sur exactement ce qui provoque ça. On n'est pas d'accord quand on le simule, et en plus on est encore moins d'accord sur, une fois qu'on a simulé, qu'on l'a mis dans l'ordinateur, on n'est même pas d'accord sur la manière dont il faut paramétrer les ordinateurs pour le calcul. Du coup, ce qu'on sait, c'est que ça joue un rôle dans certains endroits, qui est très faible aujourd'hui. On sait que plus la température augmente, plus ça joue. C'est pour ça que ici on a plus d'incertitude là que là. Et on sait que si jamais ça se déclenche, c'est un peu comme le permafrost, ça va s'accélérer beaucoup et on va avoir des hausses du niveau de la mer assez importantes. Du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve ici avec des incertitudes en 2200, 2300 de plusieurs mètres de niveau de la mer. Alors voilà à peu près ce qu'on sait pour les années à venir. Donc ça, c'est la hausse du niveau de la mer globale. Vous voyez que du coup, moins on émet de gaz à effet de serre, moins on a d'augmentation de température, moins on a d'augmentation de température, plus on est proche du monde qu'on connaît. Plus on est proche du monde qu'on connaît, mieux on le comprend. Parce que du coup, on ne déclenche pas des phénomènes comme celui dont je viens de vous parler, qui sont très rares dans le monde actuel, mais qui demain peuvent devenir assez importants et générer des très fortes augmentations de niveau de la mer, et du coup, augmenter plus d'incertitude. Une des choses, je dirais, un autre avantage à diminuer énormément les gaz à effet de serre, c'est bon, bien sûr, on diminue l'impact, la hausse du niveau de la mer, la hausse de température, mais l'autre avantage, c'est qu'on va moins dans l'inconnu aussi. On s'expose moins à ce genre de problèmes, qui sont inconnus. Problème ou pas, on ne sait pas trop s'ils vont arriver, mais s'ils arrivent, ils sont très inquiétants. 5 mètres de niveau de la mer, on va discuter maintenant des impacts, de 5 mètres de niveau de la mer, c'est très très dur à gérer. Alors, discutons des impacts. Parce que j'imagine pour vous, ça peut paraître un peu bizarre, 20 cm, il est là en train de s'énerver sur 20 cm de niveau de la mer, bon 20 cm ça va, on a les marées, ça fait quand même, surtout sur l'Atlantique, ça peut faire 1 mètre, des fois 1,50 m. Alors pourquoi on s'énerve sur 25 cm et pourquoi on s'inquiète surtout après 1 mètre, bon, ça devient très compliqué. Alors pourquoi? C'est parce que le premier impact de la hausse du niveau de la mer, on va le ressentir sur les événements extrêmes, quand on a beaucoup de hausse du niveau de la mer. Je vous donne un exemple. Vous prenez par exemple Xynthia. Xynthia, c'est la très grosse tempête qu'on a connue en France, c'était en 2011, c'est ça dans les années 2010. C'est 40 morts, hein, je crois, en tout, au moins une vingtaine à la Faute-sur-Mer. Et en fait, les morts, c'est à cause d'un problème de prévision de la hausse du niveau de la mer. En fait, les prévisions avaient dit grand vent et beaucoup de pluie, donc les gens avaient naturellement fermé leurs volets pour éviter les bris de glace, parce que ce sont les accidents. Il n'y avait pas eu de prévision de surcote. Ce qu'on appelle la surcote, c'est une hausse extrême du niveau de la mer. Et il y avait beaucoup de volets électriques. Le problème, c'est quand on a une surcote et que la mer passe par-dessus les digues, ça coupe l'électricité, et il y a des gens qui se sont retrouvés piégés chez eux parce que leur volet est électrique. Et du coup, ne pouvant pas sortir, et donc en fait, la prévision était mal faite. Alors, Xynthia, c'est quoi comme surcote? Xynthia, c'est une surcote de 1,30 m, ça veut dire que c'est 1,30 m de niveau de la mer inhabituel par rapport à la moyenne à La Rochelle. Et à la Faute-sur-Mer, je pense qu'on est à peu près 1,35 m. Il faudrait que je vérifie, je sais plus, il y a peut-être un des deux qui est à 1,50 m. Donc vous voyez que c'est pas beaucoup de surcote. Alors le 1,30 m et puis le 1,50 m, c'est souvent 10 cm au-dessus des digues. Puis vous avez 10 cm au-dessus des digues, l'eau passe et elle vient inonder les gens. Alors, vous voyez que quand on a un événement extrême de niveau de la mer, hein, une tempête, ça arrive quand? C'est quand on a une tempête, il y a une dépression qui arrive, ça peut augmenter le niveau de la mer, vous avez de la houle, des grandes vagues. Et donc ça vous fait cette surcote de 1,30 m. Et si vous ajoutez le niveau de la mer, par exemple, vous faites cette surcote en 1900, vous auriez eu Xynthia qui n'aurait pas fait 1,30 m et qui aurait fait 25 cm de moins, 1,5 m. Donc ça veut dire que si vous ajoutez la hausse du niveau de la mer, 100 ans plus tard, Xynthia est à 1,30 m, elle passe par-dessus les digues et crée les grandes catastrophes qu'on connaît. Du coup, le premier effet de la hausse du niveau de la mer, ça augmente ce niveau des surcotes de quelques dizaines de centimètres. Mais la différence entre une tempête qui a un impact comme Xynthia et une tempête qu'on a tous les ans sur l'océan Atlantique, c'est 10-20 cm. Nos digues sont établies pour pouvoir répondre aux tempêtes qu'on appelle annuelles. Les tempêtes annuelles, les surcotes,
elles sont 1,10 m. Et comme elles sont faites pour 1,10 m, nos digues sont 1,20 m. Et vous avez Xynthia qui arrive à 1,35 m, et là c'est la catastrophe parce que l'eau passe par-dessus. Et toutes les zones inondables sont inondées extrêmement rapidement, et vous avez des catastrophes. Donc du coup, cette hausse du niveau de la mer, elle va se traduire, il y a deux manières de la voir. Soit on dit, ben, on laisse les digues telles qu'elles sont, mais du coup on aura des tempêtes qui vont devenir beaucoup plus fortes dans le futur, c'est-à-dire qu'une tempête annuelle, pardon, ce ne sont pas les tempêtes qui sont fortes, c'est le niveau d'eau atteint. Le niveau d'eau atteint pour une tempête annuelle va devenir plus élevé qu'avant. Ou alors, on peut le voir de l'autre manière, on peut dire, ben, en fait on a toujours le même niveau d'eau, mais on a des tempêtes qui sont de plus en plus, avec des niveaux de plus en plus élevés. Ça revient à dire qu'on aura demain des événements extrêmes de l'ordre de Xynthia, et c'est ce qu'on voit sur cette carte. Alors on ne voit pas très bien. Je suis désolé parce que les couleurs ne sortent pas très bien. On voit sur cette carte que si on ne fait pas de réduction drastique de gaz à effet de serre, partout dans le monde en 2100, les tempêtes qui avaient un niveau d'eau qu'on connaissait seulement une fois tous les 100 ans, on pense que Xynthia c'est une fois tous les 100, 200 ans, on pense qu'elles reviendront à peu près tous les ans. On aura ce niveau d'eau tous les ans, si on ne réduit pas drastiquement les gaz à effet de serre. Par contre, si on réduit drastiquement les gaz à effet de serre, c'est seulement dans les tropiques, là où le niveau de la mer augmente plus vite. Dans les tropiques, c'est là où une tempête avec un niveau d'eau extrême type centenale reviendra à peu près tous les ans, d'ici 2100. Alors j'ai bien dit une chose importante, hein. J'ai pas dit que les tempêtes seraient plus fortes, parce que ça c'est compliqué et c'est pas clair. Et j'ai bien dit que ce sont les niveaux d'eau atteints qui seront plus forts. Donc pour une tempête, en gros, ce que ça veut dire, pour faire simple, vous prenez une tempête lambda annuelle, mais sauf qu'elle a un niveau d'eau, elle, beaucoup plus élevé. Donc il faut s'en protéger. Alors comment on s'en protège? C'est se retirer, augmenter le niveau des digues, c'est prévoir, gérer les inondations, et c'est des investissements qui sont très lourds. Aujourd'hui, un pays comme les Pays-Bas investit environ 3% de son PIB dans la lutte contre la hausse du niveau de la mer. 3% du PIB, c'est à peu près ce que nous on met en éducation et recherche, dans l'ensemble du pays. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, les autres impacts. La hausse du niveau de la mer, les impacts à long terme, c'est, il y a bien sûr un retrait du trait de côte, c'est-à-dire qu'il y a une érosion des falaises, donc les falaises peuvent s'effondrer. On a le trait de côte qui recule, et à certains endroits c'est très net, hein, on le voit beaucoup, vous l'avez en particulier dans les marais maritimes, mais vous connaissez probablement l'exemple de Soulac-sur-Mer. Il y a un immeuble qui s'appelle le Signal, qui est en train de s'effondrer parce que la mer grignote les fondations. Donc on a un retrait du trait de côte qui se passe au cours du temps. Et puis, alors ça c'est aussi, ce retrait de trait de côte, c'est un énorme problème pour les villes côtières. Alors pour des villes côtières en particulier, des très grandes villes comme New York, pas seulement les villes des pays en voie de développement, hein, par exemple New York, pour gérer une hausse de 2 mètres du niveau de la mer, c'est très compliqué. D'ailleurs, les premiers projets qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre l'autoroute qui passe autour de Manhattan, de la faire passer sous un tunnel. Donc la question qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils font une digue pour couvrir l'autoroute. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ne prévoient pas tout de suite de faire les fondations pour fermer, pour pouvoir regarder le tunnel. Et à terme, New York ne peut pas gérer avec 4-5 mètres de hausse du niveau de la mer. Il faudrait reculer. Et ça, c'est des enjeux extrêmement difficiles. C'est pareil pour Londres. Si vous regardez, vous verrez que Londres a des digues extrêmement fortes sur la Tamise, parce que Londres est connecté à la mer à travers la Tamise. Alors c'est aussi très inquiétant pour les petites îles, les îles basses. Alors justement, je vais en parler juste après. Les autres conséquences qu'on connaît, c'est salinisation. Il y a une salinisation des aquifères. Comme l'eau monte, il y a plus d'eau qui pénètre en surface, d'eau salée, et qui vient saliniser les terres de surface. On le voit beaucoup, en particulier en Camargue, et qui donc rend les terres elles ne sont plus arables, et donc il faut reculer. Et puis il y a aussi l'eau qui rentre par percolation en dessous et qui vient saliniser les aquifères. Alors c'est un gros problème la salinisation des aquifères, surtout sur les îles. Parce que les îles, leur aquifère, c'est souvent une petite lentille d'eau douce qui vient des précipitations pendant la zone des pluies, qui vient se poser qui est sous les îles, qui s'accumule. Et quand il y a une salinisation où l'eau de mer rentre en dessous, elle vient saliniser ces eaux-là, et du coup les îles perdent leurs ressources en eau douce. Et du coup ces populations-là, qui ont en plus la hausse du niveau de la mer, vont être obligées de reculer, elles perdent aussi l'eau douce. Et puis les dernières choses, mangroves et... les mangroves, comme je vous dis tout à l'heure, et les marais maritimes, ce sont des régions dans lesquelles il y a énormément de biodiversité. C'est souvent une très grande ressource de nourriture pour de nombreux pays, en particulier équatoriaux. Et du coup, la destruction de ces
ces écosystèmes et détruire un accès direct à des ressources hyper importantes pour ces populations. Alors, tout ce que je vous ai présenté, et ça c'est très important et je pense que ça va vous intéresser, j'arrive bientôt à la fin, hein, c'est ce qu'on appelle l'aléa en français, ou ce que les Anglais appellent le hazard. L'aléa, c'est le risque, enfin, c'est pas le risque, justement, c'est ce que je vais vous expliquer. L'aléa, c'est ce à quoi on est exposé. C'est le niveau de la mer monte, c'est la température augmente. Ce qu'on appelle le risque, c'est la combinaison de trois choses. D'une part, l'aléa, la température augmente, le niveau de la mer monte. D'autre part, ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire à quel point vous êtes exposé à cet aléa. Si vous habitez en montagne, le niveau de la mer monte, on s'en fout. Si par contre, que la température augmente, vous êtes exposé. Si vous habitez au bord de la mer, le niveau de la mer monte, vous êtes exposé. Aujourd'hui, on considère qu'entre 0 et 1 mètre, il y a 200 millions de personnes sur la planète, et entre 0 et 10 mètres du niveau de la mer, il y a à peu près 30% de la population mondiale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exposition. C'est le fait qu'il y a plein de gens qui vivent là, plein d'écosystèmes qui sont exposés à l'aléa de hausse du niveau de la mer. Et puis il y a une troisième chose qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la capacité à répondre. C'est que, donc du coup, il y a quelque chose qui vous menace, un aléa, vous êtes exposé à l'aléa parce que vous êtes au mauvais endroit. Est-ce que vous êtes capable de répondre? Est-ce que vous pouvez, par exemple, hausse du niveau de la mer, est-ce que vous pouvez reculer? Ou est-ce que vous avez de l'argent pour pouvoir construire des digues? Ça, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et donc le risque, et la réalisation du risque, c'est la combinaison de ces trois choses. Donc il y a l'aléa, ce dont moi je vous ai beaucoup parlé, il y a l'exposition, et il y a la vulnérabilité. Et nous, en tant qu'humains, quand on veut s'adapter au changement climatique, on peut jouer sur l'exposition et sur la vulnérabilité. On peut diminuer notre exposition, augmenter notre vulnérabilité. Diminuer notre vulnérabilité, pardon. Et en faisant ça, on peut diminuer les risques. Alors typiquement, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, hein, la vulnérabilité, elle scale, enfin elle est directement reliée à, en général, les ressources. Les pays les plus riches sont les moins vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent mettre en place des énormes infrastructures, comme je vous disais, New York est capable d'aller faire un tunnel sur 200 km d'autoroute pour protéger son autoroute. Ce n'est pas du tout le cas du Bangladesh. Le Bangladesh est un delta avec 1 million de personnes exposées. Ils n'ont pas les moyens d'aller faire des digues pour protéger leur delta de la hausse du niveau de la mer. Donc la vulnérabilité est souvent très liée aux ressources qui sont disponibles. Et on retrouve ça aussi localement. Localement, il faut bien vous dire, une ville a des moyens de répondre, parce qu'une ville a beaucoup de gens, donc elle peut taxer ces gens pour avoir des ressources pour protéger la ville. En revanche, les zones rurales, en général, si vous êtes tout seul sur votre terre exposé à la salinisation et que votre terre devient plus arable, il faut reculer. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que vous êtes tout seul, vous n'avez pas beaucoup de ressources, du coup, la réponse est souvent différente. Et on est plus vulnérable dans ces cas-là. Et donc c'est cette combinaison, et souvent quand on cherche à adapter au changement climatique, et en écologie c'est extrêmement important, il faut essayer de comprendre comment, étant donné l'aléa, on peut diminuer son exposition et diminuer sa vulnérabilité. Et ça c'est possible, et là c'est ce qu'on voit dans les grandes villes, qui sont en général qui ont une très forte capacité de réponse. Ce que vous voyez à gauche, c'est quand on ne fait pas d'adaptation. Et plus on devient sombre, plus le risque, l'impact du changement climatique se réalise. Et plus vous êtes clair, moins le risque se réalise. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, ça c'est le cas des grandes villes, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les resource-rich coastal cities. Vous voyez que le risque, il est modéré à élevé d'ici 2100 à cause de la hausse du niveau de la mer. Donc là, on pense bien sûr à Shanghai, on pense à Dakar, on pense à Londres, à New York. Et comme ce sont des villes qui sont capables de s'ajuster, vous voyez qu'une fois qu'elles s'adaptent, elles ont diminué leur vulnérabilité, elles ont diminué leur exposition, et on pense qu'en 2100, le risque restera modéré, moyennant des investissements assez forts. Ce n'est pas du tout le cas pour les atolls du Pacifique, les petites îles, les îles basses. Parce que tout simplement, elles n'ont pas les moyens, et en plus, elles ont peu d'endroits pour se reculer. Et ce n'est pas le cas non plus des grands deltas agricoles, comme le delta du Nil, le delta du Bangladesh, et des communautés arctiques. Donc il faut bien avoir conscience qu'il y a cette combinaison des trois facteurs, et que quand on cherche à répondre au changement climatique, il faut répondre sur ces trois aspects-là. Non seulement l'atténuation qui va diminuer l'aléa, mais l'adaptation qui va permettre de diminuer la vulnérabilité, diminuer l'exposition. Alors là c'est juste des schémas, bon je vous passe, c'était juste pour vous montrer que là il y a à la fois l'atténuation donc il y a deux choses qu'on cherche à faire, on cherche à atténuer le changement climatique,
c'est-à-dire à diminuer les gaz à effet de serre pour diminuer l'aléa, et puis on cherche à s'adapter. Et en fait, on peut combiner les deux. Donc là, bon, on voit rien à cause de la couleur, je suis désolé, mais c'était pour vous montrer qu'il y a des régions comme les grandes villes qu'on s'adapte. S'adapter peut permettre de répondre aux problèmes à court et moyen terme. À long terme, c'est pas le cas, mais à court et moyen terme, on peut s'adapter. Il y a d'autres régions, comme les atolls ou les communautés arctiques. Si on ne diminue pas nos gaz à effet de serre, les risques seront largement augmentés d'ici 2100. C'est-à-dire que pour ces régions-là, on n'a pas le choix. Il faut diminuer les gaz à effet de serre. C'est un gros enjeu, parce que si vous avez suivi les études économiques, c'est beaucoup plus cher à court terme, et c'est pour ça qu'il y a autant d'inertie dans la réponse au changement climatique. C'est beaucoup plus cher de diminuer les gaz à effet de serre que de s'adapter à court terme. Mais c'est le bon cheval à long terme. Alors pourquoi c'est le bon cheval à long terme? C'est que non seulement on diminue l'impact, oui, je te donne la parole dans 2 secondes. Non seulement on diminue l'impact, mais en plus, on évite des très mauvaises surprises. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Il y a 2 très mauvaises surprises qui peuvent nous tomber dessus sur l'océan et la cryosphère. La fonte Par la frost. Si par la frost, c'est catastrophique, parce qu'il y a énormément d'émissions de gaz à effet de serre qui vont, du coup, augmenter le système de manière rapide et qu'on ne pourra pas arrêter. Et la deuxième chose qui nous inquiète beaucoup, et ce qu'on ne veut pas déclencher, c'est la perte rapide de l'Antarctique. En Antarctique, il y a 60 mètres d'eau, équivalent au niveau de la mer, et on sait qu'il y a 7 mètres qui pourraient être déstabilisés. Ces 7 mètres, s'ils étaient déstabilisés, plus c'est une déstabilisation, une fois qu'elle est déclenchée, elle est difficile à arrêter. Ces 7 mètres, s'ils sont déstabilisés, c'est 7 mètres de niveau de la mer à terre. Et ça, à gérer, c'est très compliqué. On ne peut pas déplacer des villes entières, c'est très compliqué. C'est des gapoles. Donc, c'est 2 mauvaises surprises pour lesquelles on n'est pas à l'abri. Et pour nous mettre à l'abri de ça, il faut diminuer les gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est mon message. Oui, il y a 2 questions, je crois qu'il y a une question là-bas. Bonne question. Et surtout qu'il y a plusieurs aspects dans ta question, et du coup je vais répondre aux différents aspects. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, peut-être 5 minutes. Alors, le premier élément dans ta question, c'est d'abord, est-ce que l'eau, le fait de produire de l'eau, est-ce que ça va augmenter l'effet de serre? Alors, l'eau, c'est un gaz à effet de serre très particulier. C'est que ce gaz à effet de serre, donc en effet, l'eau est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, mais quand il est émis, il rentre dans le cycle de l'eau naturelle de la planète, et l'eau, dans ce cycle, on produit, il y a de la production de vapeur d'eau, essentiellement par le réchauffement de la surface de l'océan qui produit la vapeur d'eau, qui fait les nuages et la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et puis après il y a les précipitations. Et donc dans ce cycle de l'eau, de la vapeur d'eau, dès qu'il y a un équilibre, qu'on appelle l'équilibre qui est lié à l'équilibre de la température de l'atmosphère, qu'on appelle l'équilibre radiatif-convectif, donc je passe, mais la Terre l'atmosphère a une température d'équilibre, et aux échelles de temps assez longues. À cette température d'équilibre, la quantité de vapeur d'eau est fixe dans l'atmosphère. Parce que tu as dû voir en physique la pression de vapeur saturante de l'eau qui fixe la quantité de vapeur qu'il y a dans une aire en contact avec de l'eau. C'est toujours la même. Du coup, si tu émets plus de vapeur d'eau et que l'atmosphère est chargée énormément en vapeur d'eau, elle va se mettre à précipiter pour réatteindre la pression de vapeur saturante et donc la concentration de vapeur d'eau qui est toujours la même dans l'atmosphère. Alors, pourquoi on dit que c'est un gaz à effet de serre et qui est embêtant? C'est que si tu augmentes la température de l'atmosphère, tu augmentes la pression de vapeur saturante et tu augmentes la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais quand toi tu produis la vapeur d'eau, ça n'augmente pas la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Est-ce que j'ai été assez clair dans mon explication? Du coup, l'eau, comme elle rentre dans ce cycle, produire de l'eau ne produira pas d'effet de serre. Parce que ça va précipiter. Tout ce que tu produiras en plus de la vapeur saturante va précipiter. Donc l'eau, c'est pas un problème. Alors de ce point de vue-là, on pourrait se dire, bon, mais super, du coup, le moteur à hydrogène, c'est une solution. Et là, tu rentres dans toute mon explication qui est compliquée, et c'est pour ça que le changement climatique, c'est très compliqué. C'est que l'aléa de l'eau, on voit que c'est pas un aléa, c'est pas un problème. Par contre, tout de suite après, quand tu veux produire des moteurs à hydrogène, donc le moteur à hydrogène semble une bonne solution, sauf qu'aujourd'hui, produire un moteur à hydrogène te demande énormément de CO2. Je connais, alors après, je ne suis pas spécialiste, mais je connais qu'une seule, je crois qu'il n'y a que les Canadiens qui ont réussi à produire de l'hydrogène CO2 free, sans CO2. Parce que produire l'hydrogène nous demande aujourd'hui des centrales à charbon. Il y en a même qui le font avec des centrales à fuel. Donc,
si tu veux, les solutions qu'on doit amener, donc c'est une solution technique qui a l'air intéressante, il faut après transformer toute la chaîne de production de l'hydrogène pour que celle-ci soit sans CO2. Le problème du CO2, c'est qu'il est partout. Regardez autour de vous, probablement le tissu de ces chaises, il y a du polyester. Le polyester, il va finir brûlé, c'est du CO2. Vos vêtements, la moitié, les miens, il y a du CO2. Les masques, il y a du CO2. Vous en avez partout. Les plastiques, le CO2 est partout dans toutes les chaînes de production. Du coup, bien sûr qu'on peut changer l'essence à l'hydrogène, et c'est déjà une première bonne voie. Maintenant, il faut changer toute la chaîne de production. Et c'est ça qui est extrêmement cher. Ce qui est extrêmement cher, c'est que notre chaîne de production d'énergie, quelle que soit la source d'énergie, même la chaîne de production des panneaux solaires, aujourd'hui, vous prenez en France, mettez un panneau solaire sur votre maison. C'est pas une bonne idée à court terme. Le panneau solaire, il est fait en Chine avec de l'énergie carbonée. En France, vous avez l'électricité nucléaire. Bon, si vous mettez un panneau solaire parce que vous êtes anti-nucléaire, ça c'est justifié. Si vous mettez un panneau solaire parce que vous êtes anti-CO2, en France, c'est pas une très bonne idée. Il va vous falloir 40 ans avant de le rentabiliser en termes de CO2. Parce qu'en France, l'électricité est faite... vous auriez eu de l'électricité nucléaire, peu de CO2, et vous avez acheté des panneaux solaires chinois qui, eux, ont dépensé beaucoup de CO2. Donc il y a toujours toute cette chaîne de production à prendre en compte quand on s'intéresse au CO2. Et c'est ça qui est très compliqué. Et dans ta question, c'est pour ça que je ne suis pas capable de répondre. Et je vous invite à inviter des spécialistes de l'économie du changement climatique, parce que c'est hyper compliqué. Regardez, je t'en avais parlé, par exemple des gens comme Céline Guillard, je vous demandais à un de ses étudiants de venir, c'est très intéressant. Elle en plus, elle s'intéresse aux inégalités associées au changement climatique. Et tout devient très compliqué après quand on regarde dans la chaîne de production, mais il y a des spécialistes de ça. Et donc un élément que j'aimerais vous dire, quand vous faites des actions qui sont pour l'environnement, c'est très bien, et je pense qu'il faut aussi penser à regarder le plan national, le plan régional, le plan départemental, parce que c'est en vous inscrivant dans ces plans-là que vous aurez, vous vous inscrirez dans la meilleure dynamique par rapport à la chaîne de production. Par exemple, ce que je viens de vous dire sur le nucléaire, ben, ça change, la stratégie française n'est pas la même que la stratégie allemande. Parce que comme en France, notre électricité est assez décarbonée, on n'a pas du tout la même stratégie que les Allemands. Les Allemands, ils veulent tous des panneaux solaires parce que leur électricité est très carbonée. Et pas nous. Donc il faut s'inscrire dans un plan souvent régional, national et ensuite international pour avoir l'action la plus efficace. Et parce que c'est aussi très compliqué. Et souvent, ces gens-là, quand ils ont fait les plans, ils y ont réfléchi. Quoi. Alors, j'avais ta question, je crois, après, ici et ici, d'accord ? Du coup, vous avez parlé des émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce que l'une des causes principales, c'est pas l'agriculture intensive ? Bien sûr, bien sûr. Et là, on retrouve ce que je disais, le carbone est partout. Ce sont les engrais. Dans les engrais, il y a énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Après, on a énormément d'élevages qui émettent aussi des gaz à effet de serre. Et ce qui est très intéressant, et là on le revoit, hein, c'est qu'il va falloir faire des choix très compliqués. C'est comme entre des choux et des carottes, ou c'est des choix entre l'agriculture intensive, est-ce qu'on peut s'en passer, et les moteurs à hydrogène, c'est des choix qui sont extrêmement compliqués. Est-ce qu'on préfère des bras longs de 9 mètres ou être suivi par 10 canards partout tout le temps? C'est des choix aussi débiles que ça, mais qui sont très compliqués. Si on veut enlever l'agriculture intensive, ben alors ça va remettre la pression sur d'autres productions, d'autres chaînes de production de la nourriture. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Mais si on n'adopte pas un régime végétarien ou végétalien, ça ne va pas contribuer au fait de diminuer tout ça? Alors très probablement, tout à fait. En fait, il y a plusieurs études en effet qui montrent que des régimes végétariens pourraient permettre d'émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre si on avait beaucoup moins de bétail, tout à fait. Et ça, par exemple, ce sont des choix assez simples, qui semblent simples, mais ce sont des choix culturels qui sont difficiles, en particulier parce que de nombreux autres pays, d'abord nous, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, on pense aujourd'hui que c'est une bonne idée, mais on est en train de proposer à des pays en voie de développement qui ont toujours voulu des niveaux de vie comme les nôtres, avec on leur a donné aussi envie d'avoir les mêmes goûts et les mêmes choses que nous, et aujourd'hui on leur propose de changer. Culturellement, on va vers des grosses difficultés culturelles. Et là, encore une fois, ça revient à mes histoires de canards et de bras longs de 9 mètres. Est-ce qu'on est prêt à aller se battre sur ces questions culturelles pour pouvoir, par exemple, garder les avions? Les avions, on aura du mal à les faire en électrique. Tu vois, ça va être des choix comme ça. Et je suis complètement d'accord avec toi. Si on a arrêté il y a plusieurs études qui montrent, si on a arrêté de manger de la viande, probablement qu'on diminuerait significativement la quantité de gaz à effet de serre produit par l'agriculture. Maintenant, c'est un choix qui est
qui a beaucoup de conséquences. Donc, les accords de Paris ont été signés maintenant il y a à peu près 5 ans et 5 mois. Pensez-vous, en observant ces 5 ans et 5 mois, que les objectifs des accords de Paris sont toujours réalisables et réalistes? Alors en fait, ça dépend de quels accords. Dans les accords, donc, il y a deux objectifs. Il y a un objectif à 2 degrés en 2100, et puis un objectif avec. On essaye de tenir 1,5 le plus possible. Donc nos simulations montrent que c'est difficile. Il y a un rapport entièrement sur le 1,5 degré. Il y a un rapport du GIEC qui s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on peut tenir 1,5 degré en 2100. Donc là, il y a beaucoup de réponses à ta question. Et ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que, en fait, on n'arrive pas à tenir, le 1,5 degré sans faire ce qu'on appelle le overshoot, sans dépasser les objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut tenir le 1,5 degré sans avoir à enlever du CO2 de l'atmosphère, il faut rester en dessous d'une courbe pour pouvoir atterrir en 2100 à 1,5 degré. En fait, on n'y arrive pas, on est obligé de overshooter, on passe par-dessus la courbe, et ça veut dire qu'à l'horizon de 2080, il faut commencer à stocker du CO2, enlever du CO2 de l'atmosphère. C'est ambitieux. Aujourd'hui, je pense que c'est difficile à dire. Moi, ce que je vois depuis 5 ans, c'est qu'il y a beaucoup plus d'écoute, il y a beaucoup plus, la société, je trouve, se mobilise énormément. Et je trouve que ça, c'est une source d'espoir. Après, est-ce qu'on y arrivera? Quand on voit sur le XXe siècle les évolutions de la société, les dynamiques humaines peuvent faire des changements extrêmement importants. Donc, est-ce que ce sera suffisant? Je ne peux pas te le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça bouge très vite, je trouve. D'autres questions? J'ai 2 questions. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours professionnel pour arriver à être chercheur? Et ensuite, le rapport que vous avez dit que vous faites, il est entièrement en anglais ou vous le traduisez? Comment ça se passe? Alors, je vais répondre du coup à la deuxième qui est plus rapide, et puis après la première. Le rapport est entièrement disponible sur Internet en anglais. Bien sûr, on écrit tout en anglais. Et le résumé du rapport, lui, il est traduit. Tu le trouveras en français. Et il est traduit dans une dizaine de langues, peut-être plus. Donc le résumé du rapport, qui s'appelle SPM, en français, tu le trouveras sur le site. Donc tu tapes soit IPCC, soit GIEC. Tu vas tomber sur le site suisse à Genève, et là tu trouveras le résumé du rapport en français. Et puis sinon le rapport, lui, est entièrement libre en anglais. Et puis pour mon parcours, le truc qui est rigolo, je suis content de vous parler aujourd'hui parce que je pense que... Alors mon parcours, moi, il a été sinueux. Moi, j'ai fait des études de sciences, j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur. Et puis à la sortie d'école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler dans une industrie, mais ça me... Alors d'abord, j'ai fait mon stage en recherche. Je trouvais ça intéressant, mais le chercheur avec qui je travaillais m'a pas vraiment fait voir les questions scientifiques, les enjeux sociétaux derrière, à quoi servait la recherche. Je faisais surtout du papier. Donc je suis sorti assez déçu de ma première expérience de recherche. Et donc j'ai cherché à rentrer dans l'industrie. J'ai travaillé du coup 6 mois, un an dans une industrie à Thales Alenia Space, dans le spatial. Puis là j'étais assez déçu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas... D'abord, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'innovation théorique à mon goût. Et puis je trouvais qu'on n'attaquait pas les questions, les questions sociétales. Et je ne me trouvais pas très utile. Et en fait, tout ça, ça remonte à peu près à votre âge. Je m'étais fait une sorte de promesse, je voulais essayer de faire un truc utile. Et donc c'est ça qui m'a poussé à rechanger. Et puis du coup, j'ai eu la chance de rentrer au CNES. Et au CNES, au début, j'ai travaillé sur des questions d'orbite au point de Lagrange, c'est des orbites un peu spéciales. Et au CNES, il y a des gens qui travaillaient sur le changement climatique, et ils avaient besoin de physiciens et de gens un peu avec des connaissances mathématiques. Et sur les orbites, il y a beaucoup de maths. Et du coup, ils m'ont proposé de venir. Et j'ai dit OK, et puis voilà. Mais c'est maintenant, enfin là, vous avez, à votre âge, là, on se fait des convictions, c'est maintenant. Après, les convictions. Du coup, c'est pour savoir comment est-ce qu'à notre âge, on peut agir, vous pensez,
d'un point de vue de la société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique selon vous? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux hein, pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, bien sûr, il y a le niveau, il y a d'abord le niveau institutionnel. Hein. On veut que les institutions poussent, et c'est normal. Et donc, il faut pousser nos gouvernements à intervenir. Et c'est d'ailleurs, c'est très important parce que c'est donc ce que j'entends par là, ça veut dire soit vous engager dans la vie politique. Soit vous engagez sur des changements régionaux, locaux, et ça c'est très important. Et c'est d'autant plus important que dans le processus de la COP21, c'est un processus qui n'est pas... ce qui est prévu pour mettre la pression sur les États, c'est que tous les 5 ans, il va y avoir ce qu'on appelle un exercice de global stocktake, c'est-à-dire qu'il va y avoir une revue des progrès en termes d'atténuation, en termes d'adaptation au changement climatique. Et en fait, il va y avoir des grands rapports, comme ceux que je vous propose, mais cette fois-ci sur l'atténuation et l'adaptation, voir les progrès qui ont été faits par les pays, et qui vont être rendus publics avec comme espoir que ce sont les opinions publiques qui vont mettre la pression sur leurs gouvernants pour que les gouvernants suivent leurs promesses. Et ça, il faut bien le savoir, c'est un rouage extrêmement important du fonctionnement des COP, et c'est ça qui va pousser les pays à changer. Et c'est pas... parce que le lien légal, il est ténu. Et c'est pas... La justice peut être un moyen, mais le moyen principal qui a été pensé dans la COP, c'est la réaction des opinions publiques. Donc faire savoir le problème, se rendre compte du problème, le connaître, vous voyez que c'est un problème qui n'est pas simple. Hein. Donc le connaître et s'engager pour le faire respecter, c'est un premier élément qui est très important. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut déjà que les gouvernants tout seuls n'y arriveront pas. Il faut déjà que nous, à notre niveau, on réduise nos émissions. Et il y a deux effets. Il y a réduire chez soi. Bon, bien sûr, après, quand on regarde les émissions par ailleurs d'industrie, on dit que c'est pas beaucoup. Mais il y a un autre effet, c'est simplement en choisissant des produits qui sont peu émissifs, parce que vous choisissez des choses qui ont été faites à côté de chez vous. Vous poussez les entreprises à se transformer. Et ça, c'est très efficace. Et je pense qu'il faut aussi le faire. Et je pense que c'est bien de mettre la pression sur le gouvernement, c'est aussi bien de se mettre la pression à soi-même. Et je pense que les deux étages sont très importants. Et on voit aujourd'hui que pour plein d'entreprises, c'est devenu hyper important. C'est ce que dans les 5 dernières années, je trouve que les entreprises se sont beaucoup plus mises à dire moins de CO2 dans mes produits, moins de CO2 à droite, à gauche. Et ça, c'est très important. Après, des fois, c'est dur, hein, parce que c'est plus cher, ça demande aussi de faire des choix. Lors de son webinaire, M. Jean Jouzel nous avait dit qu'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre étaient faites par nos trajets quotidiens et notre vie quotidienne. Est-ce que vous pensez que la façon dont on réagit pour essayer de baisser ces émissions-là, des fois, est-ce que, en tant que chercheur, il y a des choses qui vous choquent par rapport à certaines actions ou qui semblent inutiles en réalité? Enfin, c'est difficile à expliquer, mais est-ce qu'il y a des faux combats? Alors, oui, tout à fait. Et je pense que ce que tu soulignes là est très important et je crois que c'est pour ça que c'est bien aussi de se fédérer pour attaquer le problème. En fait, oui, il y a des faux débats, mais pourquoi ? Parce que le problème est très compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, je suis moi-même pas capable de te dire, quand une décision est prise, parce que je ne me suis pas assez intéressé au problème, mais quand une décision est prise, des fois elle peut avoir l'air d'être pas très maligne par rapport à l'aléa, mais en termes d'exposition et de vulnérabilité, elle est très justifiée par rapport à la manière dont notre pays est organisé, par exemple. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire « Ah, c'est complètement débile, pourquoi ils font ça ?» Et puis un collègue qui arrive qui fait « Non, mais t'as rien compris, c'est pour telle raison, et à la fin, je suis « Ah ouais, en fait, j'aurais mieux fait de me taire. » Donc, parce que, comme c'est compliqué, je pense que c'est important de se fédérer parce que du coup, il faut comprendre le problème, et le comprendre tout seul, c'est difficile, donc c'est mieux quand on est plusieurs, où chacun a un peu sa spécialité et commence à comprendre ce qui se fait. Il faut aussi souvent penser, les plans nationaux, ils ont été réfléchis. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, on peut s'opposer, les plans nationaux, les plans régionaux, s'opposer, il faut d'abord y réfléchir, voir ce qu'il y a derrière, comprendre, et après, on peut commencer à le remettre en question ou s'aligner à sa manière. Et donc, c'est là où un groupe
d'étudiants, un groupe de personnes, une association, ben c'est beaucoup mieux parce qu'il y en a un qui s'intéresse à quelle est la question sur le mix énergétique. Le mix énergétique, pour répondre à la diminution du CO2, c'est très compliqué. Donc il y en a un qui va s'occuper de ça, l'autre qui va s'occuper des transports, l'autre qui va s'occuper de la production des panneaux solaires. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à avoir, à mon avis, la réponse la plus raisonnée. Et après, je pense qu'il faut aussi être tolérant. C'est normal que les gens se trompent, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, il faut être ouvert à la discussion et essayer de remettre le débat à plat sereinement, avec les bonnes raisons, et puis en regardant comment ça s'inscrit dans une dynamique de toute une société. Et encore une fois, des choix qui vont être faits en Allemagne n'ont pas de sens en France, et inversement. Des choix qui vont être faits en Occitanie ne vont pas avoir de sens. Alors, bon, c'est moins vrai parce que la France est très centralisée, mais des choix qui pourraient être faits en Occitanie ne pourraient ne pas avoir de sens à Bordeaux. C'est beaucoup plus vrai en Allemagne parce qu'ils sont moins centralisés, donc ils ont une exposition, une vulnérabilité qui est très différente d'un Länder à un autre. Mais quand même. Et donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Je pense que c'est un problème très intéressant et c'est un vrai challenge démocratique et intellectuel. Et du coup, c'est super et ça peut se faire qu'à plusieurs. C'est pour ça que, par exemple, je ne peux pas. Si tu me disais, si tu me donnais là une mesure et tu me disais qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est bien ou pas, il y a de bonnes chances que je ne sois pas capable de te répondre. Et par contre, avec du temps, et si tu me laisses consulter les bonnes personnes, je dois pouvoir répondre. Donc la loi climat et résilience a été adoptée en première lecture mardi à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que cette loi est au juste milieu de ce qu'il faut, ou est-ce qu'il faut qu'elle aille plus loin? Alors, je pense que d'abord, j'ai trouvé très bien le processus sur lequel s'appuie cette loi pour le faire, de demander à des gens, justement, de se renseigner, parce qu'ils ont eu accès à toutes les sources de connaissances. Hein. Il y a beaucoup d'experts et beaucoup de mes collègues qui ont été invités pour expliquer. Donc, ils ont fait cet effort de comprendre tout le problème. Et du coup, je pense que ce qu'ils ont proposé est très intéressant. Après, la question, est-ce que ça va trop loin ou pas? Non, est-ce que ça va pas? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça va pas assez loin? Oui, est-ce que ça va loin ou pas assez loin? Je pense que c'est une question éminemment politique. Et donc je ne vais pas répondre à ça parce que mais je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est très politique. Les deux grandes manifestations qu'on a connues dans les 10 dernières années, les bonnets rouges et les gilets jaunes, sont nées de taxes carbone. Pourquoi? Parce que la taxe carbone, quand elle arrive, elle s'applique à tout le monde. Et donc naturellement, elle s'applique à tout le monde de manière, disons, naturellement aveugle. C'est comme si on disait tout le monde émet du carbone. Et du coup, les gens, ils trouvent tous une raison d'injustice. Et donc c'est extrêmement difficile à faire accepter cette nouvelle charge sur la société qui a déjà elle-même ses propres disons, problèmes et ses propres. On a des soucis sur la manière dont on répartit les richesses. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Tout ça, c'est des choses dont on débat depuis longtemps et qui a animé notre politique sur tout le XXe siècle. Et aujourd'hui, on arrive avec un nouveau problème en disant attendez, on a une blague, il va falloir vous remettre à tous une taxe. Et donc tout le monde bondit en disant pourquoi moi et pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi on ne fait pas moins cher qu'à l'autre parce que je devrais mériter? Et donc c'est extrêmement compliqué. Et la question de savoir si ça va assez loin ou pas, c'est une question politique de savoir quel est le niveau qu'on arrive à accepter aussi en tant que société en commun. Déjà, si on casse tout et que si demain on casse toutes nos institutions, donc il y a des gens qui proposent ça, est-ce qu'on ne va pas émettre plus de CO2 en tout cassant? Ou alors est-ce qu'on essaye de ne pas casser et on essaye de garder et d'essayer de diminuer le maximum? C'est des choix qui sont très politiques et qui demandent une connaissance de notre sociologie en tant que Français, et je pense que c'est très compliqué, et moi je ne suis pas capable d'y répondre. Monsieur Hollande pourrait y répondre mieux que vous, par exemple. Je pense que M. Hollande, en tout cas, a plus de moyens, en tout cas, il a plus d'informations pour y répondre, et puis surtout, il représente des gens, il représente des idéologies, et donc ces idéologies, il peut, au nom de ces gens-là, donner une opinion. Moi, je peux donner après mon opinion personnelle et les efforts que moi je crois être prêt à faire, et c'est pas parce que moi je suis prêt à faire des efforts que toi, tu es prêt à faire des efforts. Et donc, il va falloir qu'on trouve il y a un moment, il faudra qu'on fasse les efforts ensemble, et donc il faudra qu'on trouve un accord. Et ça, ce sont les partis politiques qui peuvent répondre à ça. Donc je ne pense pas à M. Hollande tout seul. Je pense que si on arrive à avoir un accord transparti sur des efforts, ben ça peut porter. Oui.
Et est-ce qu'ils sont après capables de le faire comprendre à la population et qu'on le fasse tous? Mais c'est un enjeu qui est très politique et qui est très difficile. Et je pense que là, vous touchez du doigt la difficulté du changement climatique. C'est comme le CO2, il y en a partout. C'est pas du tout comme la crise du trou de la couche d'ozone, où les CFC, il suffisait de les remplacer, puis c'était fini. Le CO2, ça nous coûte tous. On a vécu au-dessus de nos moyens pendant trop longtemps, et c'est une très mauvaise blague. Et donc c'est très dur à gérer. Du coup, vous avez parlé du fait qu'il va falloir faire donc, des recherches d'un point de vue sociétal et économique pour adapter nos sociétés à ces enjeux. Par rapport d'un point de vue strictement climatique, quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que la recherche va être dirigée Alors, il y a plusieurs domaines. Alors, le premier élément qu'il faut voir, donc là, je vous ai montré, vous avez vu qu'il y a pas mal d'incertitudes, donc on a encore beaucoup d'incertitudes sur la manière dont fonctionne le changement climatique. Et donc là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour essayer de mieux comprendre comment ce watt par mètre carré d'énergie pénètre le système, comment il se diffuse dans le système, où est-ce qu'il va faire des changements, et en particulier arriver à la dimension régionale, parce que ce qui intéresse les gens, au final, c'est les gens sont probablement prêts à faire un effort, mais ils veulent voir si leur effort se réalise, et donc il va falloir qu'on arrive à un moment ou à un autre à cette dimension régionale, pour pouvoir montrer, d'abord expliquer le changement climatique local, et puis si on pouvait voir aussi l'effet de nos politiques d'atténuation, ce serait aussi très bien. Donc du coup, il y a cette régionalisation qui est un gros enjeu et qui est extrêmement difficile, parce que c'est un système chaotique, et du coup, arriver à la régionalisation, il y a beaucoup de travail, surtout que déjà, même encore à l'échelle globale, on a des incertitudes assez fortes. La deuxième direction très importante, c'est que depuis 2007, donc il est acté, la population s'est rendue compte que les changements climatiques étaient là, et du coup, comme le changement climatique est là, il faut comprendre les impacts d'aujourd'hui et les impacts de demain. Et donc les deux, il y a parmi les impacts très importants dont j'ai parlé, et en particulier les potentielles mauvaises surprises qui pourront tomber dessus, il y a le permafrost et puis les glaces, pour la cryosphère et l'océan. Et donc ça, ce sont deux directions dans lesquelles il y a énormément d'efforts de recherche internationale qui sont déjà engagés et qui vont continuer encore dans le futur. Et donc ça, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a quand même pas mal d'impôts qui sont mis là-dedans pour faire des satellites, pour les observer, pour faire des campagnes, pour les voir. Et il y a des gros efforts qui vont être faits. Et puis après, l'autre élément important, c'est la recherche sur de ce que j'appelle Working Group 2 et Working Group 3. C'est tout ce qui est recherche en économie et en sciences humaines et sociales pour comprendre comment on peut améliorer notre exposition et notre vulnérabilité. Et ça, aujourd'hui, je crois que dans ces sciences qu'on commence à appeler sciences de la durabilité, il y a beaucoup de progrès à faire. Et à comprendre comment on peut fonctionner et interagir avec la nature pour essayer d'améliorer cette exposition et cette vulnérabilité. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vous avez parlé du rôle important de la formation pour pouvoir comprendre le problème complexe et rendre plus acceptable le changement, parce que même s'il y a des incertitudes, il y a quand même des données scientifiques fiables, notamment avec le rapport du GIEC. Donc on a un groupe de lycéens, d'étudiants, moi je suis étudiant, à vouloir créer une auto-formation certifiante sur les enjeux énergie et climat. On s'en rend compte qu'on entend parler du changement climatique sans prendre le temps de comprendre le problème, donc vraiment rentrer dans les ordres de grandeur, que ce soit sur le mix énergétique, sur les gaz à effet de serre, les secteurs d'émission, le rythme de diminution qu'il faut pour respecter les accords de Paris. Ce projet s'appelle la Certif Climat. Et je voulais avoir votre avis, comment passer ces informations sans garder l'optimisme et garder l'envie d'agir et pas tomber dans un pessimiste qui va au contraire nuire à l'action environnementale. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on m'a reproché en disant mais vous pouvez pas dire ça. Je dis je peux pas, c'est comme ça, je peux rien. Alors, je pense que l'élément clé, c'est aussi de regarder le passé. C'est-à-dire que si on regarde les sociétés humaines dans le passé, il y a eu des changements énormes.
il faut savoir, dans les années 70, il y avait une théorie assez forte qui s'appelait Human Bomb, qui était la surpopulation allait amener naturellement à l'extinction parce qu'on allait utiliser les ressources de manière beaucoup trop intense et qu'on allait avoir donc des diminutions drastiques de population simplement par manque de ressources et par surpopulation. Et puis il s'est trouvé que les années passant, en fait, on a augmenté non seulement la population, mais en plus le niveau de vie des populations. Alors, aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est appuyé sur beaucoup de choses de développement qui ne sont pas tenables. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, il y a eu des changements tellement forts qui ont amené une diminution drastique de la pauvreté, une diminution drastique des maladies, que je pense qu'aujourd'hui, le principal élément qui peut être positif, c'est cette capacité qu'ont les sociétés humaines à se mobiliser, à inventer des solutions, le moteur à hydrogène, à créer disons du savoir sur des domaines complètement inattendus qui peuvent changer le paradigme du problème. Et ça, je crois que la dimension humaine, on peut parier dessus. Et je pense qu'il ne faut pas atténuer la réalité du problème. Je sais que ça a l'air déprimant, mais quand on voit comme nos sociétés humaines ont été capables de changer en si peu de temps, pourquoi pas pour le futur, et cette fois-ci, pourquoi pas piloter pour répondre à un enjeu. C'est vrai que pour la première fois, jusqu'à maintenant, elles évoluaient pour répondre à des envies ou à des besoins. Donc c'était vraiment piloté par un enjeu. Là, on a l'enjeu, on le voit. Il est là pour des centaines d'années. On va s'y mettre. Et si on s'y met, est-ce qu'on ne réussira pas aussi bien que quand on l'a fait pour nos besoins vitaux de survivre au jour le jour, comme on l'a fait sur la tête, pourquoi pas. Je crois que dans les dimensions humaines, il y a un vrai espoir. Et je pense que c'est là qu'il faut mettre l'espoir.